Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la compréhension mais aussi le décryptage des tendances et des actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart for Change, sur les réseaux sociaux de Bismart for Change. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Patrimoine thématique où nous nous demanderons ensemble si les fondamentaux du marché de l'immobilier ont évolué ces derniers mois en lien avec le contexte économique mais aussi géopolitique. Une question que nous poserons à Guillaume Masset, le président de Principal Asset Management France. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine où nous aurons le plaisir de retrouver Bastien Baron, conseiller en gestion de fortune et fondateur de Justae Gestion Privée, mais aussi Guillaume Dumans, le cofondateur de 50. Et nous leur poserons une question: que faire avec des produits structurés face à une chute du sous-jacent? C'est ce qui nous animera donc dans Enjeu Patrimoine. Et puis enfin, dans l'œil de l'expert, nous aurons le plaisir d'accueillir Yves Lenné, docteur en droit mais aussi auteur de La face cachée de l'exception française, avec qui nous parlerons de motivation patrimoniale. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Les fondamentaux du marché immobilier ont-ils changé, ont-ils évolué sur les derniers mois? Voilà la question qui va nous animer à présent. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Guillaume Masset. Bonjour Guillaume. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de Principal Asset Management France. C'est vrai qu'en matière d'investissement, on se pose beaucoup de questions à l'heure actuelle en lien avec les actualités économiques, politiques, géopolitiques. Qu'est-ce qu'on constate sur le marché de l'immobilier? Est-ce qu'on voit une évolution de l'appétence des investisseurs pour ce marché ou des drivers du marché? Oui, alors il faut bien avoir à l'esprit que même si la crise aujourd'hui est dramatique et qu'elle a un impact immédiat sur les économies occidentales et notamment avec la hausse du pétrole qui pèse sur les ménages et sur les entreprises, par contre l'impact sur le marché immobilier est loin d'être immédiat, puisque le marché immobilier, par sa nature, en fait, c'est une industrie qui s'inscrit dans le temps long. Les transactions immobilières prennent plusieurs mois, donc on ne peut pas avoir immédiatement un impact sur les prix. Ce qui fait que le marché immobilier aussi est un marché qui est beaucoup moins volatile que les marchés actions ou matières premières. Donc pas d'impact direct, pas d'impact direct qu'on peut constater. Par contre, on peut en anticiper. D'accord. Donc, ce qu'on constate aujourd'hui, par contre, c'est qu'il y a certains acteurs du marché immobilier qui ralentissent leurs décisions d'investissement, puisqu'ils attendent un petit peu de voir comment la situation va évoluer. Ce qui est plus intéressant de regarder, c'est qu'est-ce qui peut se passer si la crise s'inscrit dans la durée et quel serait effectivement l'impact futur sur le marché immobilier en fonction de cette crise. L'impact, à mon sens, il est lié à 3 facteurs. L'augmentation du prix du pétrole et des matières premières, l'inflation importée est généralisée sur l'économie, et puis l'augmentation des taux directeurs qui peut en découler. Alors, l'augmentation du pétrole et des matières premières, ça a un impact direct sur le coût de la construction, et le coût de la construction donc a un impact sur le prix de l'immobilier neuf, puisque ça coûte plus cher de construire de l'immobilier. Donc ça limite aussi en général les mises en chantier, donc moins d'immobilier neuf, donc plus de tension sur l'immobilier, sur le parc existant, et aussi par ricochet une augmentation des prix sur l'immobilier ancien. Ça, c'est le premier impact qu'on peut anticiper, ce qui se passe à chaque fois, qu'on avait vu aussi lors de la guerre en Ukraine, avec l'augmentation du prix des matières premières à l'époque. Il y avait eu cet effet dans les mois qui avaient suivi. Ensuite, le deuxième effet, c'est l'inflation généralisée. Alors, la bonne nouvelle, c'est que l'immobilier, c'est une classe d'actifs qui est protégée naturellement contre l'inflation, puisque les loyers que l'on tire des investissements immobiliers, eux-mêmes sont indexés, dans la majeure partie des cas, sont indexés sur l'inflation. Bien sûr. Donc, l'immobilier est une classe d'actifs, contrairement à beaucoup d'autres, qui protège contre l'inflation, puisque donc, le revenu que l'on tire est indexé, et aussi donc, par la valeur, qui est un rendement qui est appliqué sur ce revenu, elle-même, de la même façon, augmente de façon proportionnelle. Donc ça, c'est aussi plutôt une bonne nouvelle pour l'immobilier. Ensuite, le dernier effet, donc, c'est la hausse des taux directeurs. Donc ça, par contre, c'est un impact négatif en général sur l'ensemble de l'économie. Mais aussi sur l'immobilier. Et également sur l'immobilier, puisque parce que finalement, ça devient plus cher de se financer, exactement. Et puis, les taux de rendement qui sont attendus augmentent également de façon proportionnelle, et donc les prix ont tendance à baisser. Donc pas d'impact direct. Donc voilà, donc pas d'impact direct, des impacts à prévoir dans les mois ou années à venir en fonction de la durée
de cette crise. D'accord. Et des impacts qui sont potentiellement contradictoires. Donc, j'ai parlé d'un renchérissement lié potentiellement à l'augmentation des prix des matières premières et l'inflation. Et d'un autre côté, on peut aussi avoir une baisse des prix liée à la hausse des taux directeurs. Par contre, ce que l'on peut dire, c'est que l'immobilier, c'est plutôt une valeur refuge quand même. C'est une valeur qui est beaucoup moins volatile, qui se porte mieux en général dans ces périodes de crise. Et donc, naturellement, les épargnants tendent à se surexposer sur l'immobilier dans des périodes où la visibilité est plus faible. Principal Asset Management est présent en Europe, mais aussi aux États-Unis. Est-ce que ce que vous nous décrivez, les fondamentaux immobiliers sont les mêmes de part et d'autre de l'Atlantique ? Alors, les fondamentaux immobiliers généraux sont les mêmes. D'une façon générale aussi, ce que je voudrais dire, ce qui est très important, c'est que aujourd'hui, donc, il y a cette crise géopolitique et qui impacte peut-être à moyen terme les marchés immobiliers. Par contre, les fondamentaux immobiliers, donc il y a les aspects, la valeur immobilière, elle est liée à la fois à la situation économique générale et aux fondamentaux immobiliers, c'est-à-dire l'équilibre entre l'offre et la demande. Bien sûr. Les fondamentaux immobiliers sont très bons. On est en début d'un cycle de long terme. Vous savez, les cycles immobiliers sont des cycles de 15 ans environ. On sort de 2-3 années de correction. Aujourd'hui, les prix se sont stabilisés. Et notre opinion, c'est que nous sommes à l'aube d'un nouveau cycle de 15 ans potentiellement. D'accord. Donc, malgré l'inquiétude à court terme... donc il y a des inquiétudes. Donc il peut y avoir effectivement des perturbations. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, bien sûr. Mais d'une façon... Et donc la crise actuelle pourrait avoir des impacts à court, moyen terme sur les valeurs immobilières, mais sur le long terme, à notre sens, nous restons dans un moment favorable d'investissement puisque les fondamentaux sont bons aux États-Unis comme en Europe, et peut-être même un petit peu plus aux États-Unis, puisqu'on constate que l'activité transactionnelle est plus forte aux États-Unis et que le marché est plus liquide, plus profond qu'en Europe. Stratégiquement, comment est-ce qu'on arbitre des décisions d'investissement en prenant en compte le court terme, le moyen terme et le long terme que vous venez de nous décrire ? Voilà, ça dépend beaucoup justement de sa stratégie, bien sûr, de ses volontés d'investissement. De la volonté d'investissement, de ce que vous cherchez, du taux de rendement que vous, et du TRI que vous cherchez à obtenir. Nous, aujourd'hui, nous investissons beaucoup pour notre SCPI que nous avons lancé récemment. Et donc là, on s'inscrit vraiment sur le très long terme. Et lorsqu'on investit sur le long terme, il faut s'attacher aux fondamentaux profonds de long terme, séculiers, qui traversent un certain nombre de classes d'actifs. D'accord. Donc, on est dans des périodes, surtout des périodes d'incertitude et de volatilité comme aujourd'hui. Il faut vraiment s'attacher aux fondamentaux de long terme qui, eux, ne sont pas impactés par les péripéties actuelles. Est-ce que vous avez des exemples de fondamentaux de long terme ? Oui, j'en ai un certain nombre. Ils sont de plusieurs ordres. Il y a ceux qui sont tirés par les aspects technologiques. Donc, par exemple, les data centers. Donc, la demande en termes de consommation, de stockage de données explose, comme vous le savez. Elle double tous les 2 ans depuis plusieurs années et on estime que d'ici 2030, elle va encore être multipliée de 2 à 3. Donc il y a une demande qui explose sur les données, qui est liée au cloud, qui est liée au streaming, mais maintenant aussi à l'IA qui se développe, comme vous savez, de façon extraordinaire. Et en face de ça, l'offre sur les data centers peine à suivre. Donc il y a un vrai décalage entre l'offre et la demande qui tend à s'accentuer. Donc c'est une classe d'actifs qui, nous, sur le long terme, nous paraît intéressante. Ensuite, il y a la logistique et l'industriel, qui est tirée à la fois par le développement de l'e-commerce et la nécessité de stocker plus en fonction pour satisfaire la demande. Et puis le besoin de relocaliser des activités industrielles et logistiques de façon locale liées à la situation géopolitique. On a vu l'impact sur la supply chain, les risques d'approvisionnement. Et donc, il y a une vraie volonté dans les différentes régions du monde, aux États-Unis comme en Europe, à relocaliser de l'industrie localement et des capacités de stockage localement. D'où l'importance de diversifier géographiquement aussi. Si voilà, exactement. Et ensuite, voilà. Ouais. Et ensuite, diversification. Dans un monde qui est très incertain, effectivement, la diversification, c'est la clé, à la fois géographique, sur les 2 continents, États-Unis, Europe, mais aussi sur différentes classes d'actifs. Merci Guillaume Masset de nous avoir accompagnés dans la première partie de Smart Patrimoine. J'appelle que vous êtes le président de Principal Asset Management France. Merci beaucoup.
Merci à toi. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine où nous allons parler de produits structurés et plus particulièrement de stratégie vis-à-vis de ces produits structurés lorsque le sous-jacent fait face à une chute de son cours. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Bastien Baron. Bonjour Bastien Baron. Bonjour Nicolas. Vous êtes conseiller en gestion de fortune et fondateur de Justae Gestion Privée. On a le plaisir d'accueillir également Guillaume Dumans. Bonjour Guillaume Dumans. Bonjour Nicolas. Vous êtes cofondateur de 50. On va peut-être commencer avec vous Guillaume, peut-être pour rappeler le mécanisme des produits structurés. C'est donc indexé sur un sous-jacent. Il y a une partie obligataire, une partie optionnelle et ça suit le cours en tout cas, le mécanisme suit le cours du sous-jacent. La question, c'est que faire face à une chute? Est-ce qu'une chute brutale d'un cours du sous-jacent a un impact sur le produit structuré, Guillaume? Alors effectivement, le produit structuré dépend de l'évolution d'un sous-jacent. C'est la condition sine qua non à avoir un rendement donné ou une garantie du capital. Bien sûr. Et une chute, en fait, il va y avoir deux cas particuliers. Soit je suis déjà investi dans mon produit structuré, auquel cas la chute va impacter ma valeur liquidative. C'est la raison pour laquelle j'opte souvent pour une protection du capital. C'est la vertu des produits structurés, c'est d'avoir ce cadre qui est fixé au préalable et d'avoir une protection du capital définie. Et donc, si j'ai une baisse de 10% par exemple de mon indice, eh bien, si j'ai une protection du capital jusqu'à moins 30, de cette manière, je ne suis pas soumis à cette baisse. En tout cas, si je respecte le contrat jusqu'à l'échéance. Ça, c'est tous les produits structurés? Ça, c'est l'ensemble des produits structurés. En tout cas, c'est la majeure partie des produits structurés tels qu'ils sont lancés. La famille des autocalls, des Athéna, des Phoenix, pour parler un petit peu jargon. Et ensuite, il y a le nouvel investisseur qui, lui, va pouvoir profiter de cette baisse brutale, on va dire, d'un sous-jacent, et qui va ainsi non seulement pouvoir rentrer plus bas, c'est-à-dire avoir un niveau de référence qui est plus bas à surveiller et qui va dépendre de l'évolution de ces coupons, la distribution de ces coupons, et qui généralement va bénéficier de cette baisse aussi pour un mécanisme qu'on appelle la volatilité, cette fluctuation des marchés. Oui. Et donc plus cette fluctuation est forte, plus généralement j'ai un meilleur coupon, j'ai un meilleur rendement ou une meilleure protection. D'accord. Donc là, il y a un effet un petit peu d'aubaine en cas de baisse brutale des marchés. On le voit, nous, en termes d'activité. Dès qu'il y a des baisses violentes, on a souvent un regain d'activité, un regain de demande de la part de nos utilisateurs. Mais de nouveaux investisseurs? Oui, tout à fait. D'accord. Ok. Parce qu'effectivement, on entend souvent qu'en période de volatilité, il y a un intérêt à faire des produits structurés, mais c'est surtout pour des nouveaux investisseurs qui arriveraient sur le marché en période de volatilité, pas ceux qui sont déjà dans le marché. Ceux qui sont déjà dans le marché doivent, d'une certaine manière, patienter et ainsi avoir simplement à l'esprit où est-ce que j'en suis par rapport à ma protection du capital et surtout où est-ce que j'en suis par rapport à la maturité de mon produit. Si je viens de lancer je viens d'investir 3 mois, il y a 3 mois dans mon produit et qu'il me reste encore 5 ans à vivre, de cette manière, une baisse de 5 ou 10 ou 15% m'importe peu puisque je dois attendre l'échéance et la fin du contrat. Exactement, à la fin du contrat. D'accord, alors qu'une trop forte volatilité alors qu'on arrive à maturité du produit, ça pour le coup, ça peut être un petit peu plus... Tout à fait. Là, c'est un élément où on va surveiller vraiment de façon très précise où est-ce que se situe cette baisse par rapport à la protection définie du capital. Bastien, je reviens sur mon sujet j'entends souvent sur ce plateau, il y a de la volatilité sur les marchés, faites déstructurer. Finalement, si je comprends bien, c'est en tant que nouveaux investisseurs, vous pouvez vous poser la question, mais il faut quand même avoir en tête qu'une fluctuation trop forte du cours d'un sous-jacent peut avoir aussi un impact sur des investisseurs déjà investis. Oui, complètement. Maintenant, si on reprend après sur la partie sous-jacent, ce qui se passe, c'est que souvent on regarde la volatilité et en gros sur la partie action, on va dire le niveau des dividendes. D'accord. C'est souvent ça en fait qui est recherché et qui permet d'aller rechercher des coupons en fait qui vont être assez élevés. Donc forcément, dès qu'il y a une période de volatilité, le même produit qu'on aurait pu lancer il y a 1 ou 2 mois, finalement, va ressortir avec un meilleur coupon, avec tous les mêmes mécanismes, les mêmes caractéristiques, etc. Même protection dont on parlait. Et il va mieux ressortir, donc il va proposer un meilleur coupon s'il y a une période de volatilité ponctuelle à un moment donné. Donc c'est pour ça, effectivement, qu'on entend souvent dire là, c'est le moment parce que et souvent, évidemment, qu'on parle de volatilité plutôt à la baisse. Bien sûr. Parce que d'une part, on a le sous-jacent on va avoir un meilleur point d'entrée potentiellement sur le sous-jacent. Et en plus, il va mieux ressortir d'un point de vue coupon, espérance de rendement, on va dire, sur le structuré. Que faire face à une chute, Bastien Baron, quand on parle de produits structurés? Parce qu'effectivement, volatilité, ça peut être moins 5%, ça peut être moins 30% aussi. Est-ce que ça a une incidence dans la stratégie qu'on met en place vis-à-vis de différents produits structurés? Oui, c'est une très bonne question. Il n'y a pas forcément de réponse très simple à donner. Ça dépend beaucoup du sous-jacent et de l'espérance qu'on va avoir derrière. C'est-à-dire on peut avoir des baisses ponctuelles, mais avoir des rebonds qui peuvent être assez importants. Je prends des exemples. Il y a eu le Covid, il y a eu la guerre en Iran récemment. Bien sûr. On peut avoir un sous-jacent où ponctuellement il va dévisser
parce que c'est assez structurel et c'est assez logique finalement. J'imagine par exemple quelqu'un qui a fait quelque chose sur Air France, bon bah là forcément le coût du kérosène explose, il y a moins d'activité potentielle avec le Moyen-Orient, bah forcément ça a dévissé. Est-ce qu'on se dit que ça va rester comme ça à terme ? Non, on sait que c'est un contexte géopolitique, etc., qui est ponctuel. Et effectivement, si la maturité est encore de plusieurs années, etc., on peut se dire, j'ai tout intérêt à rester. D'accord, on revient sur ce sujet maturité, en fait. C'est ça qui fait foi, globalement. C'est pas l'importance, quelque part, de la volatilité ou de la chute du cours. C'est plus combien de temps j'ai devant moi pour que que le sous-jacent reprenne une partie de ses gains. Ouais, en fait, c'est un peu comme pour n'importe quel investissement. C'est-à-dire, même si on investit en direct et pas via un produit structuré, on va se poser la question de se dire, est-ce que je coupe ma position ou est-ce que j'estime que je vais pouvoir me refaire ? Avec le produit structuré, c'est un peu la même chose. Avec une condition en plus, qui peut être intéressante, c'est j'ai normalement inclus une protection totale ou partielle du capital, mais cette protection du capital, elle est à échéance. Donc elle n'est pas à n'importe quel moment. Donc c'est pour ça que c'est pas forcément simple de se dire je coupe ma position. Finalement, même si il y a une protection à moins 30, comme Guillaume disait tout à l'heure, et que finalement je suis à moins 15, finalement je me dis s'il me reste un an, autant rester quoi, parce que du coup j'ai un gain potentiellement, on va dire entre guillemets, sans faire de maths, d'à peu près 15% que je peux gagner dans l'année si j'arrive au bout. Donc parce que la valeur liquidative va varier en fait de manière quotidienne sur le produit structuré. Guillaume Dumont, je voulais que vous vouliez réagir. Oui, non, simplement ce point de valeur liquidative dont parlait Bastien est très important. C'est que la valeur liquidative n'est que le reflet d'une vente potentielle, pas d'une vente certaine. C'est-à-dire que si l'investisseur souhaite vendre, il vend dans ces conditions-là. Mais de cette manière, s'il souhaite vendre en cours de vie, il ne respecte pas le contrat qu'il a signé au départ. Un produit structuré reste un contrat avec une durée déterminée, 2, 3 ans, 5 ans, 10 ans, peu importe la maturité du produit. Si il rompt ce contrat par anticipation, par définition, comme tout contrat qu'on peut signer dans la vie quotidienne, si je ne respecte pas ce contrat, j'ai des pénalités. Et cette pénalité, c'est le reflet de la valeur liquidative. Si en revanche, je respecte mon contrat jusqu'à l'échéance donnée, le moins 15, moins 30 dont on parle à l'instant, je suis récompensé d'avoir patienté. 2 questions pour bien comprendre, pour vous deux. Première question, Guillaume Dumont, faut-il avoir les produits structurés avec la maturité la plus longue possible pour diminuer le risque d'une volatilité trop forte une fois qu'on est investi ? Je vais dire que ça dépend complètement de l'investisseur et ça dépend complètement de son horizon d'investissement. Pour certains produits, certaines familles de produits, un horizon très lointain va effectivement donner une appréciation du rendement qui va être intéressante. Je pense aux produits notamment à capital garanti, qui, plus ils sont longs, plus étant capital garanti, cette garantie du capital à 10 ans me coûte moins cher qu'à 5 ans. Ça paraît assez logique. Si je vous prête à 5 ans ou à 10 ans, à 10 ans, j'ai plus de temps devant moi. En revanche, pour certains investisseurs, ce temps très long peut sembler être un aléa beaucoup trop, déceptif par rapport à son espérance de rendement. Et ainsi, on va avoir notamment certaines banques d'investissement qui, sur des maturités plus courtes, vont être plus enclines à fournir des niveaux de rendement significatifs et des niveaux de protection intéressants. Donc ça dépend vraiment du profil de l'investisseur et de la typologie de produit. Est-ce que je veux une protection du capital ? Est-ce que je veux une garantie du capital ? Et par rapport au choix du sous-jacent. Bastien Baron, en complément de ce que nous a déjà dit Guillaume Dumont, est-ce qu'il faut la maturité la plus longue possible pour diminuer les risques ? Alors, je vais rebondir un petit peu sur différents points. Déjà, comme on l'a dit au départ, il y a une partie obligataire et une partie quand même qui est un schéma d'options en gros qui sont indexés. Partie obligataire, on sait qu'aujourd'hui, en tous les cas, vu la courbe des taux, comment elle est faite, plus on est sur une maturité longue, plus on peut avoir du coup un rendement plus élevé. Donc ça joue forcément aussi sur le niveau des coupons qu'on va avoir derrière. Ça, c'est le premier point. Et après, il y a 2 choses qui peuvent se poser. J'avais noté 2 points. Un, il y a la partie business model du métier, qui fait que c'est un schéma d'upfront. C'est-à-dire que ce soit l'assureur, le banquier, le structureur, le broker, etc., l'intermédiaire va percevoir une commission upfront. Donc, l'intérêt, c'est quoi ? C'est il a plutôt intérêt à se dire qu'il y ait des rappels anticipés. D'accord. Ça, c'est le premier point. Deuxième point aussi qui n'est pas négligeable, d'un point de vue psychologique, on va dire, pour l'investisseur, c'est entre quelqu'un qui va réussir à se faire rappeler son produit, imaginons un rendement à 8%, coupon à 8%, et le faire tous les ans pendant 10 ans, finalement, il va avoir 10 bonnes nouvelles sur 10 ans, versus un investisseur qui va se faire rappeler seulement au bout de 10 ans, avec 10 coupons de 8%, il va réellement avoir une seule bonne nouvelle, et ça, on voit que ça joue. Ok, mais c'est plus psychologique. C'est beaucoup de psychologie, d'accord. Mais on voit que ça fonctionne. Ça fonctionne sur d'autres actifs aussi. On fait pas mal d'investissements en actifs privés. Le fait qu'il y a en dette privée, par exemple, qu'il y ait des coupons trimestriels,
ils préfèrent cet investissement-là à d'autres investissements qui sont parfois plus rémunérateurs, mais qui sont sur un horizon plus long. Donc ça joue quand même pas mal de côté psychologique par rapport à ça. Et enfin, il y avait autre chose qu'on peut dire, même si on peut le faire aussi avec des produits structurés, si on a vraiment une conviction très très forte sur une action, sur un secteur, etc., la question peut se poser de se dire, est-ce que je vais le faire via un produit structuré ou en direct? Ou on en parlait un petit peu en off, ou est-ce que je vais prendre un risque supplémentaire en me disant, moi j'ai une conviction qui est vraiment très très forte sur tel indice, telle action, etc., et je vais peut-être me créer, plutôt qu'avoir une dégressivité pour percevoir mon coupon, je peux avoir une progressivité. Justement, sur ce dernier point, si on reste dans la stratégie produit structuré, est-ce que la stratégie, ça peut être de se dire je vais que sur des indices ou des paniers de valeurs plutôt que d'aller sur des actions ou une valeur en direct pour éviter l'accident sur l'action qui serait forcément un petit peu dilué dans un panier de valeurs ou un indice? Ouais, c'est possible parce que ça, c'est ce qu'on appelle un peu tout ce qui va être single stock. Donc forcément, même des super boîtes comme LVMH, je regardais, là, ils sont à peu près à moins 50% par rapport à leur plus haut. Ça, c'était difficile à imaginer il y a 3 ans, mais en 3 ans, ils ont fait moins 50%. Donc même si on a mis de la protection sur le capital, etc., là, si on coupe sa position maintenant, on n'a pas de ce type de produit en portefeuille, donc je ne sais pas comment c'est valorisé, mais j'imagine pas très bien. Donc même sur des très belles sociétés, en fait, ça peut arriver. Donc effectivement, la diversification, elle fonctionne aussi, je pense, sur la partie produits structurés, quoi. Guillaume Dumans, même question, est-ce qu'il vaut mieux privilégier indices et paniers de valeurs plutôt que titres en direct, où là, un accident peut arriver même s'il n'est pas anticipé? Personne n'est forcé à signer. C'est-à-dire que quand on fait le choix d'investir sur un seul titre, j'ai logiquement, en tant qu'investisseur, un rendement en face qui est très alléchant et qui est très intéressant. Donc, parce que c'est plus rémunérateur que sur un panier de devises. Oui, un panier de valeur, en tout cas. Dans la quasi-totalité des cas. Oui, tout à fait. Panier de devises, on rentre dans un autre schéma encore. Panier de valeur. Mais sur le marché français, en tout cas, aujourd'hui, quand un investisseur va aujourd'hui être mécontent d'un investissement sur un seul titre, là aussi, personne ne l'a forcé. C'est dans un cadre qui est global de son allocation. Et il est certain, là aussi c'est une règle de bon sens, que investir sur un indice, investir sur un panier de valeurs, mécaniquement je diversifie mes risques parce que j'ai 5 ou 10 valeurs qui sont mon moteur de performance par rapport à un seul titre. Mais le pendant de ça, c'est que c'est moins rémunérateur. Et donc quand on est sur une phase de hausse constante des marchés, comme on a pu l'avoir pendant toute la phase des 4 ou 5 dernières années, il y a peut-être une sorte de myopie de l'investisseur aussi qui se dit en fin de compte ça marche, et ces mécanismes de rappel, de remboursement anticipé qui fonctionnent à chaque fois, qui sont très bénéfiques d'un point de vue commercial et d'un point de vue psychologique pour l'investisseur, mais qui l'amènent peut-être aussi à se dissocier de la réalité du risque qu'il prend quand il investit. Et c'est là où il faut l'accompagner aussi pour lui expliquer que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Et c'est là où il faut avoir un bon conseiller, un bon family officer pour être accompagné. Vous en connaissez un sur le plateau? Effectivement. Merci Guillaume Dumans, cofondateur de 50. Merci Bastien Baron, conseiller en gestion de fortune et fondateur de Justae Gestion Privée. Et on se retrouve nous tout de suite dans l'œil de l'expert. Et pour finir cette émission, l'œil de l'expert, où nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Yves Lenné. Bonjour Yves Lenné. Bonjour monsieur, merci. Bonjour à vos auditeurs. Merci d'être avec nous. Vous êtes docteur en droit et auteur de La face cachée de l'exception française. Et dans ce livre, vous mettez en avant notamment une notion, la notion de motivation patrimoniale. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est et pourquoi elle est si importante à vos yeux? Je vais vous citer d'abord un auteur qui est Henry George Wells, qui disait, pour expliquer la dimension temps, il disait... Imaginez un cube, il a 3 dimensions, hauteur, largeur et profondeur. Imaginez que ce cube ne dure rien, il n'existe pas. Donc il y a une 4e dimension qui est le temps. Eh bien dans les droits et les biens, et les droits sur les biens, il y a une dimension qui est un peu ignorée, qui est la motivation patrimoniale du détenteur du droit ou du bien. Si vous avez une voiture que vous abandonnez au fond du jardin d'une propriété elle-même abandonnée, au bout d'1 mois, la voiture démarrera encore. Au bout de 5 ans, ce sera déjà quasiment une ruine. Et au bout de 10 ans ou 15 ans, ce sera une épave bonne pour le ferraillage. D'accord. Donc, la motivation de celui qui est propriétaire sur l'entretien du bien, sur sa valorisation, sur la conservation des droits qu'il a sur ce bien, cette motivation est essentielle à la préservation du bien et également à la création de valeur. D'accord. Et donc en fait, on est à mi-chemin entre la propriété
mais j'ai envie de dire l'activité économique presque. Absolument, Ouais. absolument. C'est-à-dire que il faut que le droit ou le bien soit protégé par un propriétaire. Comment dirais-je, le célèbre auteur Bakounine disait à propos des kolkhozes, parce que c'est le même sujet, il disait à propos des kolkhozes que faute de motivation, les pommes de terre pourrissent dans les champs. Et on a observé par ailleurs que le dvor, qui était l'enclos individuel des kolkhosiens, était 100 fois plus productif au mètre carré que le kolkhoze. D'accord. Donc c'est une question de motivation. C'est une question de motivation. D'accord. Le kolkhosien lui-même, eh bien, sur la partie qui était la sienne, dont il pouvait vendre les produits au marché, eh bien, il était motivé pour en tirer le maximum. Pour ce qui concernait la propriété collective du kolkhoze, il s'en moquait et le résultat était au rendez-vous. Donc c'est une notion à intégrer dans la compréhension économique des échanges économiques et de la création de rendement ou de valeur. Absolument. C'est pour ça que, si vous voulez, les grandes entités, alors on le voit pas avec les entreprises, les grandes entreprises où finalement la motivation est assez peu présente, sont moins performantes finalement que les PME qui ont un chef qui investit sa vie, sa fortune, son activité et qui est profondément motivé à la réussite de son entreprise. Ces entreprises-là créent de la richesse beaucoup plus que les mastodontes du CAC 40, d'autant plus que ces fameux mastodontes sont eux-mêmes très largement administrativés, oserais-je dire, c'est-à-dire que finalement, et ça c'est un élément très important, en France au moins, les actionnaires ne sont pas les véritables détenteurs du pouvoir dans les grandes entreprises. Ils le sont évidemment dans les petites, mais ils ne le sont pas dans les grandes. Et je citerai d'ailleurs le directeur administratif et financier d'une entreprise du CAC 40 que je connaissais, qui était d'ailleurs une bonne connaissance, et qui me disait, vous savez, en France, les managements n'aiment pas beaucoup être embêtés par les actionnaires. Et donc, ça c'est extrêmement important. Quand les actionnaires ont le pouvoir, il y a une motivation, parce que les actionnaires veulent du rendement. Bien sûr. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de fonds activistes quelquefois, parce qu'ils veulent justement du rendement. Mais ça, c'est pas du tout aimé en France. Ça, c'est un vrai problème d'efficacité économique, où on rejoint le fait que la motivation des actionnaires, c'est la clé de l'efficacité économique d'une entreprise. Très rapidement, on est suivi par des gens qui se posent des questions en matière d'investissement, de gestion patrimoniale, par des professionnels de la gestion patrimoniale. Comment intégrer cette notion de motivation patrimoniale au quotidien ? Je pense que le propriétaire d'un bien, il est préférable d'être propriétaire direct et individuel d'un bien que d'être détenteur, du moins en France, que d'être détenteur d'actions de quelque chose d'extrêmement réparti. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'envers de la motivation patrimoniale, qui est la démotivation patrimoniale. C'est le sujet de ma thèse de doctorat en droit. Eh bien, la démotivation patrimoniale permet de faire d'excellentes affaires à ceux qui sont motivés à la place de ceux qui sont démotivés. Imaginez une société anonyme à capital dispersé non coté. Les actionnaires sont démotivés. Et si vous ramassez les actions, vous pouvez faire un profit considérable. Merci Yves Lenné de nous avoir accompagnés dans l'œil de l'expert. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Be Smart for Change.